Monsieur le marquis de Breteuil. Non, c'est pas comme ça qu'il faut vous appeler. Ah non, non, vous m'appelez Henri-François de Breteuil. Henri-François de Breteuil. Pas de cérémonie. Enfin, c'est un beau titre, marquis. Ah oui, c'est un très beau titre. Je suis le 10e marquis. Je suis très fier que ce marquisat soit lié au château. Mais dans la vie courante, je suis Henri-François de Breteuil. Point final. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une hiérarchie dans les titres nobiliaires? Absolument. Alors en France, le premier titre de noblesse, le plus important, c'est le duc, Rien. puisque les princes, c'est seulement les princes du sang de la famille royale. Après, marquis, qui est le second, comte, vicomte et baron. Et quelquefois, on utilise le terme de chevalier, mais qui est assez rare en France. Donc là, mais on peut avoir un... Et qui vient de quoi? Alors, cette hiérarchie, elle vient de quoi? Eh bien, elle est donnée lorsque le roi donne un titre, suite à une bataille, suite à une mission donnée à quelqu'un qui est autour de lui, que ce soit un haut fonctionnaire, un général, etc. Le roi donne un titre. Par exemple, le marquisat de Breteuil a été donné par le roi Louis XIV en 1691 à un de mes aïeux, qui était son ministre. D'accord. Et puis ça a été renouvelé par la suite. Enfin, mais en principe, c'est un titre qui devient héréditaire. C'est ça. Parce qu'à l'origine, tous les nobles sont des barons. Oui, alors sous Charlemagne, les le nobles roi sont est des baron barons. dans sa baronnie, voilà. Voilà, mais il faut mieux être baron de Charlemagne que duc sous Louis-Philippe, en quelque Oui, sorte. Parce absolument. que l'ancienneté de la famille compte beaucoup. Oui. Alors nous ne sommes pas une famille très ancienne. Les Breteuil sont une famille, je dirais, de robes, ce qu'on appelle la famille de robes, c'est-à-dire la noblesse qui sert le roi dans ses finances, dans son administration, dans son gouvernement, d'où les 3 ministres. Et nous ne sommes pas une famille très ancienne, famille d'épée, dont certaines remontent à l'an 1000, comme les La Rochefoucauld, pour donner un exemple. Alors, dans une précédente émission, on a fait un petit peu connaissance comme ça avec votre famille, avec ce château. Mais il faut qu'on en parle un peu plus. C'est combien d'hectares le domaine de Breteuil? Alors le parc clos de murs, et on finit la restauration des murs après des années, c'est 75 hectares de parc et de jardins, de plusieurs catégories de jardins. Un jardin à la française, le jardin des princes qui est un jardin de fleurs et de plantes vivaces, et puis le labyrinthe. Donc, et puis la forêt. Donc tout ça, ça fait 75 hectares entièrement ouverts au public. Au public. Et le château lui-même, combien il y a de pièces? Alors le château, si on compte les communs, les pavillons, etc., on a facilement 100 pièces. Je dis toujours, je suis propriétaire d'un 100 pièces cuisine. 100 pièces cuisine. Plus la cuisine. Il n'y a qu'une cuisine? Non, il y en a plusieurs. Mais enfin, dans le château, il n'y en a qu'une très importante. Et vous y habitez? Alors j'habite bien sûr à Breteuil même, dans un des pavillons sur la cour d'honneur, ce qui est très commode finalement parce qu'il faut que le responsable habite sur place et soit là pratiquement tous les jours. Je prends pratiquement jamais de vacances. Quand je pars, c'est 2 jours, mais avec l'équipe, on a la chance d'avoir une équipe de 15 personnes qui est fantastique. 15 personnes qui travaillent. 15 personnes qui travaillent à plein temps ici pour les jardins, pour la gestion du château, les guides, l'entretien, les travaux, etc. Oui. Une toute petite entreprise culturelle de 15 personnes. Mais enfin, on imagine un peu les charges que ça... Oui, c'est des charges importantes, absolument. Mais si ce château vit, encore une fois, c'est grâce aux visiteurs. Vous disiez que sont un peu les mécènes. Voilà, exactement. Les visiteurs sont des petits mécènes et on arrive à équilibrer le budget. C'est-à-dire le château ouvert à tous gagne sa vie. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous faisons le grand équilibre, c'est-à-dire à la fois les gros investissements et puis également le courant, c'est-à-dire le fonctionnement, l'équipe, le chauffage, les travaux, les tracteurs, etc. Il a été donc, vous dites, pendant la guerre, il n'était pas habité? Exactement. Le château a été occupé 2 fois pendant la guerre, mais sans destruction dramatique, irréparable. Je crois que les Allemands ont surtout pris de tous les vins de la cave, paraît-il, était formidable. Mais sinon, il n'y a pas eu de drame. En revanche, c'est après la guerre que mon père, qui habitait les États-Unis, estimait qu'il était compositeur, il était artiste, que c'était une catastrophe pour un jeune homme de 16-17 ans d'hériter de ce château. Donc le château était mis en vente. Et c'est là où je me suis rebellé. Tout en ayant beaucoup de respect pour mon père, je l'ai convaincu. Je l'ai finalement forcé à ne pas vendre parce qu'il y avait 2 promesses de vente signées. Et en définitive, c'est André Malraux qui m'avait reçu, avec ma mère d'ailleurs, qui a classé le parc entier. Et du coup, le projet s'est dégonflé immédiatement. C'était un projet de Luna Park, de tennis sur herbe, d'hôtel avec bungalow, etc. On l'a échappé belle, si on l'a échappé. Mais on était à 2 doigts parce que il y a eu 2 promesses de vente signées, dont une à des promoteurs redoutable. C'était dans les années 60. Donc je suis parti au début des années 70 avec un lieu très abandonné.
et avec notamment la mérule, qui est un champignon redoutable, qui se met dans les boiseries, dans les parquets. Donc on a vraiment, j'ai eu le premier prix au chef-d'œuvre en péril, bien connu des hommes de télévision, lancé par Pierre de la Garde. Absolument. Et j'ai eu ce premier prix en 71, au début de la Restauration. Et pendant la Révolution, il a été abandonné aussi, non, le château? Alors, il a été mis sous séquestre, c'est devenu le château en quelque sorte de la Belle au Bois dormant, qui habite maintenant ici dans sa chambre, mais sous la Révolution appartenant à un frère et une sœur qui étaient orphelins, l'un et l'autre. Il y avait leur mère qui était veuve, qui était en prison à l'époque. Donc, appartenant à des enfants mineurs, le château était mis sous séquestre. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. C'était la loi révolutionnaire disait qu'on ne pouvait pas en vouloir aux orphelins, enfants, de ce qui avait pu se passer. Mais en plus, je crois que les Breteuils étaient assez populaires dans le village. Et comme dans certains autres endroits, le village a certainement aussi protégé le château. Il n'y a pas eu de drame dans votre famille, enfin, alors des drames, votre famille, non, proches, non. Il y a eu, si vous voulez, un évêque de Montauban qui est mort dans son cachot. On dit qu'il a... Alors ça, c'était... Mon père racontait ça avec un certain humour, qu'il aurait été dévoré par les rats dans son cachot. En tous les cas, le pauvre, on l'a peut-être oublié dans son cachot, à Rouen d'ailleurs. Mais il n'y a pas eu de... À part cet évêque, dans la famille directe, il n'y a pas eu de personnes guillotinées. Et donc, alors, je reviens à la période récente, enfin plus récente, c'est-à-dire quand vous prenez en main ce château et quand vous décidez de l'ouvrir au public, quand même, alors vous disiez en effet que c'était la volonté de faire entrer les gens dans ce château, mais vous imaginiez, est-ce que vous imaginiez qu'il faudrait autant de ressources, d'imagination pour faire vivre ce château? Alors, je n'avais aucune expérience, j'ai commencé à 21, 22 ans. Je ne savais absolument pas comment fonctionnait un château. J'avais été une fois visiter le château de la Loire avec un car pour la journée, avec des amis. Donc, je n'imaginais pas du tout que toute ma vie serait consacrée à un château. J'étais avocat international pendant un certain temps. J'ai fait les deux métiers, mais finalement, à l'âge de 40 ans, je me suis consacré avec mon épouse à ce château, parce que le château est des dévoreurs de temps. Et puis, c'était le but de ma vie. Mais je n'imaginais pas du tout ce qu'on allait y faire au début. Je ne savais pas. Alors, très vite, on s'est dit, on va faire des réceptions, parce que dans ces salons, ça s'y prête. Bien sûr. Après, on a fait une petite ouverture que le dimanche pendant un an ou deux. Puis les personnages de cire. Mais on a vraiment trouvé le mouvement en marchant. C'était très pragmatique. Ça s'invente peu à peu. Petit à petit, d'abord parce il n'y avait pas de grosses ressources, il n'y avait aucune ressource au départ. Il fallait réinvestir ce qu'on avait gagné l'année d'avant. Donc essayer de progresser. Et au début, on avait une employée à mi-temps, point. Et maintenant, on a une équipe formidable de 15 personnes qui gère le château, qui bien sûr est passé de 5 000 visiteurs la première année à 125 000 ces années actuelles. Avec une renommée mondiale. Mondial, vous êtes bas, mais enfin, il est connu dans certains pays lointains. On parle beaucoup des mariages japonais. Voilà. Alors justement, il est connu aux États-Unis, parce que d'abord, j'avais une grand-mère américaine, et puis en plus, il y a des liens avec les États-Unis. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup fait des mariages japonais. J'ai été lancé au Japon il y a une trentaine d'années. Et ces mariages, en fait, les Japonais sont déjà mariés civilement, mais ils aiment bien faire confirmer par une personnalité qui pourrait être d'ailleurs très bien un grand journaliste, qui pourrait être un romancier. Ah oui, c'est pas forcément un japonaise. Mais ça leur plaisait ici que ce soit dans un château, dans une ancienne chapelle qui ne fonctionne plus régulièrement, mais qui a un décor vraiment très solennel, parce que pour eux, c'est le moment le plus solennel, c'est la confirmation par un notable, entre guillemets, de ce mariage. Et j'ai été reconnu non pas par l'empereur, mais par le ministère du Tourisme japonais comme un marieur, confirmateur de mariage, au nom de ce que mes ancêtres faisaient ici avant la Révolution, quand les maires n'existaient pas. Et c'était les châtelains qui célébraient les mariages des personnes résidant dans le domaine. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à pénétrer le marché chinois ? Parce qu'on dit que les Chinois sont tout à fait fascinés par le château. On a commencé un petit peu. On a eu quelques mariages chinois. Alors la différence, c'est que les Japonais, c'est un couple à la fois. Les Chinois, c'est plusieurs couples. Ah, d'accord. Alors, on a 5 ou 6 couples, ça on a commencé. Pour les visites, c'est encore très embryonnaire parce que les Chinois vont dans les très grands lieux, Versailles, le Louvre, la Tour Eiffel. Il faut construire aussi, paraît-il, des copies. Mais oui, ils ont construit une copie absolument de Maison Lafitte, dont ils ont fait un hôtel avec une colonnade qui ressemble à Saint-Pierre de Rome. Enfin, ils ont beaucoup d'imagination. Mais les Chinois, pour le moment, en sont au grand vaisseau du patrimoine. Nous sommes les secondes visites, ça viendra. Ça va venir. Et ça, nous le souhaitons, mais ce n'est pas encore vraiment le cas. C'est épisodique. Alors,
comme le temps passe très vite avec vous et que je ne voudrais pas qu'on manque ça, parce qu'il faut annoncer quand même ce qui se passe ici pendant l'hiver, pendant les fêtes, au château de Breteuil. Donc, quelles sont les grandes manifestations que vous avez prévues pour cet hiver? Alors, commençons par l'arrivée au château. Nous illuminons les jardins et le château avec des décors spéciaux, des illuminations particulières. Une fois dans le château, on va retrouver donc les tables, comme la table du mariage de Peau d'Âne ici, d'autres tables de Noël, des crèches, et puis l'exposition poursuit ses jours ici, c'est le Breteuil ouvre ses malles, des costumes et des robes que nous avons retrouvés dans le château et dont on ignorait d'ailleurs l'existence pratiquement, qu'on présente spécialement jusqu'au 9 janvier. Qui appartenaient donc à votre famille. Hein, qui ont été portés par des membres de la famille, absolument, et en très bon état, presque tous en presque parfait bon état. Il y a encore des petits trésors qu'on peut trouver comme ça Écoutez, je n'en suis pas très sûr, mais j'aimerais bien qu'on trouve des pièces d'or dans le parc, ce serait pas si mal, si vous pouvez nous y aider. C'est des pièces d'or, non mais je veux dire les robes, voilà. Et puis alors l'animation de Noël particulière, c'est la conteuse qui tous les jours raconte à 4h30 2 contes de Perrault dans un salon au chaud, etc. et un conte de Noël. Pendant toutes ces périodes des vacances de la région parisienne, c'est-à-dire jusqu'au 3 janvier prochain. Le public l'hiver, c'est plutôt un public de la région parisienne ou on vient d'un peu partout? Où il y a une différence entre la belle saison et la... Non, je crois qu'on est essentiellement axé sur le public francilien, sur le public des familles, des parents et des enfants. À Noël notamment, on peut avoir des provinciaux, mais ce n'est pas un public d'étrangers, de grands voyageurs. Les grands voyageurs étrangers viennent plutôt l'été. Et les enfants, les scolaires, parce qu'on a énormément d'enfants ici, on a près de 50 000 enfants qui viennent chaque année avec les écoles, les centres de loisirs. Là, c'est très concentré sur mai-juin pour les fameuses sorties de fin d'année. Merci infiniment, Henri-François de Breteuil, et puis alors longue vie à vous naturellement, et puis au château que vous représentez si bien et qui vous avez redonné la vie, en quelque sorte. Merci à vous d'être venu nous voir ici. Merci.